Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avec le top de mes meilleures lectures de 2023. Cette année, je vais donc vous parler de 23 lectures de 2023 en 23 minutes, car comme d'habitude, je ne passerai pas plus d'1 minute par livre, car ce sont tous des livres que j'ai déjà chroniqués à un moment donné sur cette chaîne. L'ordre que je vais vous donner n'est pas forcément un ordre de préférence, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 23 livres. Quelques petites statistiques, car je suis à fond dans mes statistiques de fin d'année. Dans ces 23 meilleures lectures, seules 2 sont des services de presse, alors que c'est l'année où j'ai reçu le plus de services de presse. Donc je dois encore me questionner sur ce que je demande et comment je demande. Je reste quand même assez raisonnable dans les demandes de services de presse, mais voilà, le fait qu'il n'y ait que 2 lectures dans ce top, je me dis que c'est pas top. Vous le verrez dans ma prochaine vidéo bilan, mais j'ai peu lu de science-fiction, fantasy ou fantastique. Et pour autant, il y a quand même 3 livres de ce genre dans ce top 23, ce qui n'est pas rien au regard de la globalité, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Le dernier livre que je vais vous parler, ce sera le meilleur livre de 2023, mais pour les autres, j'ai encore un doute. On commence sans plus tarder. J'ai beaucoup aimé cette année La vie nouvelle de Tom Crew, qui est un gros roman qui est sorti à la rentrée littéraire, qui nous raconte l'histoire entre 2 hommes qui sont tous les 2 homosexuels dans le Londres du 19e ou 20e siècle, je sais plus, en tout cas dans un Londres où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. On est à l'époque de Oscar Wilde, si vous savez quand est-ce que c'est Oscar Wilde. Ces 2 hommes vont entretenir une relation épistolaire, ils sont tous les 2 engoncés dans une espèce de relation, l'une hétéronormée, l'autre pas du tout, mais ils essayent de découvrir une vie nouvelle. J'ai beaucoup aimé cette relation épistolaire qui se forme entre les 2 personnages pour avoir comme finalité un roman qu'ils écrivent à 4 mains, en tout cas un traité sur l'homosexualité qu'ils écrivent à 4 mains. C'était très intéressant, il y avait un peu d'histoire, un peu de fiction, c'était un bon mélange des genres selon moi et c'était réussi. J'ai beaucoup aimé le recueil Désiré, publié aux éditions de l'Iconopop. C'est un recueil de 6 nouvelles, donc écrit par 6 femmes, qui va questionner le désir féminin. Ces 6 femmes sont d'horizons différentes, ont des relations amoureuses et sexuelles différentes. Certaines sont homosexuelles, d'autres sont hétérosexuelles. Et principalement, pourquoi je le mets dans ce top principalement, c'est parce que les 6 nouvelles sont pour moi égales. J'ai vraiment beaucoup aimé, notamment celles de Wendy Delorme ou de Emma Baker, qui font partie des autrices ayant participé à ce recueil. Dans ce livre, en fait, les hommes deviennent des proies, c'est le désir féminin qui est roi, la femme qui est maîtresse avec son corps, on est vraiment dans le corps des femmes, c'est très 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 sensuel, c'est très beau, c'est très doux. Moi qui suis plutôt réticent en temps normal aux livres qui parlent du corps féminin et peut-être des relations en plus homosexuelles féminines, car très éloigné de ma propre sexualité, j'ai trouvé celui-ci très bien fait car j'ai réussi à transposer mon expérience dans la leur. Je le mets également dans ce top, c'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust, donc que ce soit Du côté de chez Swann ou À l'ombre des jeunes filles en fleurs, j'ai lu ces deux textes cette année et je dois avouer que la découverte de l'écriture et de la langue de Proust a été quand même un moment marquant dans mon année parce que 2 belles briques que j'ai écoutées et comme j'écoute moins vite que ce que je ne lis, c'est des textes qui restent longtemps dans ma mémoire. Le premier Du côté de chez Swann, je l'avais un peu lu alors que le second, je l'ai lu uniquement en audio, enfin je ne l'ai pas lu en papier. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous en dire, à part qu'il ne faut pas avoir peur de Marcel Proust. Je peux vous conseiller par exemple de lire Un amour de Swann, qui est un extrait de Du côté de chez Swann, mais qui est édité en tome unique au livre de poche depuis cette année. Ça peut vous donner peut-être un appétit pour l'écriture et la façon dont Marcel Proust écrit, et ça vous permettra de peut-être vous lancer dans la recherche du temps perdu, ou en tout cas de savoir de quoi on parle. Une lecture que j'ai faite très récemment, c'est Le Passeur de Loïs Laury, publié à l'École des loisirs. J'ai adoré ce texte parce que ça m'a fait vraiment retourner en enfance. Je parlais de Proust juste avant. Pour le coup, c'est La Madeleine de Proust. C'est vraiment ces textes qui me mettent dans un état un peu de malaise, de dystopie début des années 2000, où voilà, à la lecture, on n'est pas bien, on est vraiment avec le personnage principal. C'est exactement ce que moi, là, j'ai ressenti à la lecture du Passeur. C'était que j'étais plongé dedans et ça m'a rappelé quand j'étais jeune. Alors, je frissonnais beaucoup plus étant plus jeune, alors que maintenant, voilà, j'ai quand même grandi. Et en plus, il y a le double sens de lecture, je pense. En tant qu'enfant, si j'avais lu ce texte, je l'aurais beaucoup apprécié, mais j'aurais peut-être pas saisi toutes les questions, en tout cas sur la société, les dérives d'une société où tout est uniformisé et où tout le monde est pareil, où la différence n'existe pas. Étant plus adulte maintenant, j'arrive à voir ces notions dans ma lecture, et donc grosse découverte de Loïs Laury.
Le premier texte de fantasy de ce top, c'est Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Pareil pour celui-ci, c'est un moment marquant dans ma vie, dans mon année de lecture, parce que j'ai lu, je crois que j'avais lu la première intégrale l'année dernière, mais j'ai lu quand même 3 intégrales de 1000 pages chacune. C'est un plaisir d'être avec Robin Hobb et ses personnages parce que elle t'embarque. Là en plus, on est sur des bateaux, donc on est vraiment embarqué sur le bateau avec Robin Hobb. On voit les personnages grandir, c'est l'attention qu'elle met dans l'écriture de ces personnages et la façon de les faire évoluer. Ils ne vont pas toujours là où on veut qu'ils aillent et pourtant on les suit, on va avec eux, on voit comment ils grandissent, ça nous énerve, ça nous fait sourire, ça nous fait pleurer, ça nous fait rire. Vraiment, j'étais un membre des différents équipages que composent les Aventuriers de la mer. J'ai vogué sur les flots de ce continent avec elle et ça m'a donné très envie de poursuivre l'Assassin Royal. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé cette année la nouvelle époque de l'Assassin Royal, la seconde donc, et que je continuerai à prendre du plaisir en lisant Robin Hobb. Seul BD de ce top également, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Je voulais en mettre un de cet auteur car j'ai lu cette année tous les albums, toutes les BD qu'il a écrit, je l'ai découvert et Ces jours qui disparaissent reste mon préféré. On est dans une BD où un homme en fait ne vit que la moitié de sa vie car il s'endort et il se réveille que 2 jours après et pendant qu'il dort, un autre prend possession de son corps, quelqu'un d'autre prend possession de son corps. Et on va suivre cette histoire donc du côté du personnage principal, celui qui ne voit pas l'autre moitié de sa vie se passer. On va voir comment ça se passe avec ses amis, comment ça se passe avec sa famille, comment il va réussir ou non à tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé, c'était très 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 beau. C'est vraiment la patte de Timothée Le Boucher. Et en plus de ça, c'était très très intéressant à lire et très très triste surtout. J'ai beaucoup pleuré à la fin de cette BD. J'ai également fureté du côté des essais avec PEDES, qui est un texte écrit collectivement par plusieurs auteurs majoritairement homosexuels. J'ai beaucoup aimé, je le souligne parce que c'est un texte qui a été publié dans la collection féministe de Ces Points et c'est donc un écrit qui parle de convergence des luttes, d'intersectionnalisation des personnes et c'était très intéressant. C'est pas vraiment un genre vers lequel je me tourne régulièrement, les essais, et pour le coup celui-ci, parce que aussi j'étais très sensible au sujet, qui parle donc d'homosexualité. Un texte en particulier, celui d'Adrien Nazelli, m'a très très plu, j'ai été ému car je me suis reconnu. Il a parlé de l'homosexualité dans la ruralité, d'une homosexualité qui peut être différente de l'homosexualité urbaine. Je ne sais pas si on peut utiliser ces termes-là, mais en tout cas, c'était très touchant et très intéressant, je trouve, pour point d'assumer de mettre ce texte dans la collection Féminisme. Je pense que déjà l'année dernière, je vous avais parlé de Quand tu écouteras cette chanson, qui était probablement dans mon top de Lola Lafont. Cette année, j'ai lu Chaviré. Chaviré, c'est une histoire fictionnelle, mais qui pourrait malheureusement être tellement vraie, et c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai lu le bouquin. Plusieurs fois, je suis allé sur Google taper des choses dont l'autrice nous parlait pour savoir si c'était vrai, si ça avait existé. Ça nous parle d'un réseau d'harceleurs et d'agresseurs qui essayaient de recruter des jeunes filles dans des centres sociaux, dans des écoles qui avaient un attrait particulier pour un sport, la gym, la danse. Nous, on va suivre une petite danseuse qui va se faire recruter par ces adultes qui vont vouloir coucher avec elle, qui vont vouloir la faire tourner, etc. C'était glaçant, c'était très bien écrit, on était dans la tête de cette jeune fille qui, à son tour, se retrouve embrigadée dans ce système et dans ce réseau. C'était hyper noir et en même temps, bah voilà, on croit que c'est vrai et c'est encore pire de se dire que peut-être on y croit. Un jour, je serai trop célèbre, je ne sais plus l'auteur, c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans leur collection La Belle Colère. C'est un récit qu'on qualifie de jeune adulte, mais qui pour moi est quand même très 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 violent et qui pourrait plutôt être de l'adulte. On va suivre un jeune homosexuel au lycée qui découvre son homosexualité. Jusque-là, vous n'êtes pas étonnés, c'est vraiment le genre de littérature que j'apprécie. Mais on va être dans une petite ville très reculée des États-Unis, une ville assez pauvre, assez ouvrière, anciennement industrielle. Et ce jeune homme n'en a que faire du qu'en dira-t-on. Il est vraiment humilié par toute sa classe, tout le monde l'appelle l'homosexuel de service, etc. On sait qui il est. Et il y a une très forte question sur le questionnement du genre, la dissociation, la dysphorie de genre. Et c'était hyper beau parce que un peu trash. Et dans cette violence et cette cruauté, on avait des instants de lumière, des fulgurances que j'ai trouvé vraiment magnifiques, même si c'est tragique comme histoire. C'est une queer devastating story, mon truc préféré, mon genre préféré en littérature, j'ai adoré. À défaut de poursuivre le cycle de théâtre de Mouawad, j'ai lu Anima il y a peu,
Et pareil, c'est un texte qui est très fort, tant par le fond que par la forme. C'est un texte donc on nous raconte une histoire assez sordide, d'un meurtre très violent d'une femme, et l'homme va essayer d'enquêter, sauf que cette enquête se fait à travers des yeux d'animaux. Tout le texte va être écrit du point de vue d'un animal, enfin de différents animaux, et ça parle des textes chers à Wajdi Mouawad que sont l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, enfin le Moyen-Orient plutôt, les guerres au Moyen-Orient, le Liban, car Wajdi Mouawad est libanais. On se demande quelle est la part de vérité, enfin en tout cas, quelle est la part autobiographique dans ce roman. C'est quand même quelque chose qui est toujours très fort et qui invoque et convoque mille images. Moi je trouve que ce soit dans son théâtre ou là maintenant dans sa prose que j'ai découverte cette année, Wajdi Mouawad est hyper fort pour nous faire visualiser des scènes qui glacent le sang. Donc excellente découverte que Anima de Wajdi Mouawad. À la suite de PEDES, j'ai lu Et tes parents ils font quoi, écrit par Adrien Azelli, car c'était l'auteur de l'essai qui m'avait le plus plu dans ce recueil collectif. Et tes parents ils font quoi, c'est un essai sociologique qui va parler de transfuge de classe. C'est un sujet, un thème qui a été abordé très régulièrement ces dernières années, notamment par Annie Ernaux ou plus récemment par Édouard Louis. Là c'est vraiment un travail plutôt journalistique d'ailleurs que sociologique, un peu des deux. Ouais, c'est socio-journalistique. Adrien Azelli va questionner des personnes de son entourage sur le métier de ses parents, tout en se questionnant lui-même sur les métiers de ses parents, et voir l'évolution entre les parents et les enfants, que ce soit en termes économiques, en termes culturels, en termes de relations sociales avec l'entourage, etc. C'était hyper intéressant et très facile d'accès, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, car j'ai pas eu l'impression d'être complètement neuneux à la lecture de ce texte qui est presque un essai. Pour la 3e année consécutive, le prix Goncourt est dans mon top. J'avais beaucoup aimé Vivre vite, j'avais beaucoup aimé La plus secrète mémoire des hommes. J'ai complètement adoré Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Veiller sur elle, c'est une histoire romanesque entre un sculpteur et une jeune fille bourgeoise au début du XXe siècle en Italie. Je pense pas que je vais passer une minute dessus parce que je vous en ai déjà parlé 2 fois, que ce soit dans ma vidéo rentrée littéraire ou dans ma vidéo des prix de l'année 2023. C'était excellent, enfin moi c'est vraiment tout ce que j'aime dans la plume d'Andrea, c'est doux. Là il y avait la touche de romanesque qui manquait peut-être un peu parfois dans Des Diables et des Saints ou dans Ma Reine. C'est quelque chose qu'il n'avait pas encore vraiment fait jusque-là, c'était très cinématographique. On pourrait très aisément faire un film ou une série de ce bouquin. Et d'ailleurs, si ça arrive, je serai prêt à payer pour ça. Une autrice découverte cette année, Bernardine Evaristo avec Mr. Loverman, publié aux éditions Point, et sinon publié chez Globe pour le grand format. C'est une histoire d'amour entre 2 homosexuels, certes, mais 2 homosexuels âgés. Je crois qu'ils ont tous les 2 70 ans, et c'est quelque chose qu'on voit peu dans la littérature homosexuelle. En tout cas, c'est comment un homo vieillit. Et là, d'autant plus qu'on va être avec un jeune homme, un vieil homme pour le coup, qui vit encore avec sa femme. Il n'a jamais fait son coming out, il a une relation adultérine avec un autre homme depuis toujours, ça fait une 50aine d'années qu'il trompe sa femme avec cet homme, et on va voir comment cette relation va évoluer. Donc on nous parle évidemment de coming out à 70 ans, c'était hyper intéressant et putain de bien écrit, vraiment de tous ces textes, je pense que c'est celui de Bernardine Evaristo là qui me reste vraiment très très en tête, tant l'écriture était très jolie, un peu chantourné, un peu en fioriture, tout en restant assez factuel pour que l'on ne s'ennuie pas. Gros coup de cœur. C'est également cette année que j'ai fait la rencontre de Sorge Chalandon avec Le 4e mur, et je crois que c'est celui-ci qui m'a fait découvrir Sorge Chalandon. Par la suite, j'en ai lu 2 autres, mais Le 4e mur, c'est un texte qui abat le 4e mur. Non, c'est un texte qui nous parle de théâtre et de théâtre au Moyen-Orient. Donc ça, c'est assez proche de ce que fait Wajdi Mouawad dans son théâtre ou dans Anima d'ailleurs. Car on est avec un homme qui va vouloir à tout prix, un peu comme son Chant du cygne, monter une pièce de théâtre, ça doit pas être à Jérusalem, je ne sais plus où, mais en tout cas, une pièce de théâtre qui va réunir des chrétiens, des juifs et des musulmans en plein conflit, en pleine guerre de religion dans le théâtre du Moyen-Orient qui est un peu la poudrière mondiale. Donc c'était hyper fort évidemment parce que voilà, on est avec tous ces personnages, j'ai quand même une galerie de personnages assez importante d'horizons et de religions différentes qui vont devoir travailler ensemble et en tout cas essayer de mettre de côté leurs différends et les différends de leur peuple. Deuxième BD de ce top, c'est Stuck Rubber Baby de je ne sais plus comment, ça doit être chez Casterman. C'est une grosse BD assez épaisse que j'ai beaucoup appréciée parce qu'encore une fois elle nous parle d'intersectionnalité. On va être avec un jeune homosexuel qui se découvre donc homo dans les années 70 aux États-Unis ou dans les années 60, en tout cas en plein boom de tous les mouvements
contre le racisme aux États-Unis, et ce jeune homme homosexuel qui lui est blanc va être ami avec beaucoup de personnes de couleur, et il va donc se battre pour sa propre identité, son identité de jeune homme homosexuel, mais également se battre aux côtés de ses amis qui eux sont de couleur pour les droits civils, les droits civiques. C'était super bien. Alors le trait est très particulier, c'est un travail d'orfèvre, tant c'est quand même assez riche dans les cases, il y a beaucoup, que ce soit du texte ou du dessin, c'est très rempli. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment une sensation de satiété à la fin de la BD. On est totalement repu de ces luttes, repu du texte et repu des dessins. Je crois que je ne vous en ai jamais parlé, c'est un oubli de ma part. J'ai mis dans ce top du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez les éditions de Noël. Faudrait que j'en reparle dans une autre vidéo parce que là, 1 minute, ça va être beaucoup trop court. Mais du thé pour les fantômes, c'est l'histoire de 2 sœurs qui ont grandi différemment. Une est devenue une guérisseuse par le thé. Enfin voilà, elle arrive à parler aux fantômes grâce au thé. Et l'autre vit totalement reclus dans l'arrière-pays niçois. C'est un roman de fantasy qui a donc pour lieu la Provence, et en tout cas Nice et les arrières de Nice. C'était trop bien. C'est avec Bernardine Evaristo la plus belle écriture que j'ai lue cette année. Je trouve que c'est un texte de fantasy qui est totalement ovni et qui ne plaira probablement pas à tout le monde parce que c'est vraiment très bien écrit, très doux. Le fait que ça se passe en France, c'est très drôle, j'ai beaucoup rigolé. J'ai commencé ma lecture, je m'épose car je vais dépasser d'1 minute. J'ai commencé ma lecture en audio. J'ai pris tout de suite, en arrivant chez moi, l'e-book et j'ai poursuivi en e-book car j'avais vraiment envie de passer du temps sur ce texte. L'audio est également excellent, la lectrice fait un travail de malade, je me suis régalé, elle arrive à faire toutes les différentes voix, mais de façon trop belle, genre ça chante, ça rigole, ça pleure, c'était vraiment un texte génial. D'ailleurs, il est en 7ème position, là, peut-être qu'il aurait pu être... Là, on attaque vraiment dans les très bonnes lectures de cette année car du thé pour les fantômes, ça m'a réconcilié. Je pense, avec la fantasy. Enfin, non pas que j'étais en colère contre la fantasy, mais ça m'a montré qu'il y avait des choses nouvelles qui pouvaient se faire en fantasy, des choses totalement originales et détonnantes et qui ne perdent pas en qualité. Au mois d'avril, j'ai découvert Les Misérables de Victor Hugo. Au même titre que Proust, au même titre que Les Aventuriers de la Mer, c'est un gros pavé qui fait 2000 pages et qui m'a fait presque tout mon mois d'avril. Je crois qu'à la fin même j'ai un peu accéléré car j'avais vraiment envie d'arriver au bout, non pas par lassitude mais par envie. À proprement parler, j'avais très envie de le terminer car je passais un excellent moment. Alors certes, il y a des passages un peu longués, on cite souvent la bataille de Waterloo, c'est pas la seule, hein. Il y a toute la description du couvent des Minimes, je crois, à Paris. Il y a des passages un peu chiants de description à la Hugo, mais je trouve que le style de Hugo, en termes de description pour le coup, est beaucoup plus vivant, beaucoup plus vrai et romantique, pareil, au sens premier du terme, que les descriptions de Zola. Parce que quand j'ai lu Hugo, en fait, on m'a beaucoup fait de comparaison avec Zola. Oui, le Paris de Zola, le Paris de Hugo. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié le Paris de Hugo et toute l'histoire romanesque de Jean Valjean, Fantine, Cosette, les Thénardier. J'ai vécu avec tous ces personnages pendant 1 mois et j'ai rigolé avec eux. J'étais pris dans leur cause, vraiment, parce que c'est aussi un bouquin très engagé politiquement et sur la cause. Et la morale de Jean Valjean, la rédemption, le pardon, tout ça, sont des thèmes qui sont abordés par Victor Hugo et qui sont très bien faits parce que mis en abîme dans ce climat sociologique et politique qui est très chamboulé du temps des Misérables, car on nous parle de la Commune, et oh là là, vraiment j'ai adoré Victor Hugo. Donc objectif 2024, peut-être lire Notre-Dame de Paris. On rentre dans le top 5 avec ma découverte de Negar Djawadi, et notamment Désorientale qu'on a fait en lecture commune. Désorientale, c'est l'histoire d'une femme dans une salle d'attente à Paris qui est enceinte et qui attend pour ce rendez-vous gynécologique. Dans cette salle d'attente, elle va se remémorer toute sa vie en Iran et ça va être toute l'histoire politique et sociologique de l'Iran à travers sa propre famille, qui est une grande famille. C'est un texte qui est grandement autobiographique. Je ne sais pas s'il l'est à 100%, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très fortement inspiré de sa propre vie. Moi je connaissais l'histoire de l'Iran à travers ce qu'on m'en avait raconté à l'école, à travers ce que j'en avais appris. Là c'est vraiment une histoire au plus proche car on est vraiment dans la vie quotidienne de ces personnages qui vivent les différents soulèvements, les différents changements de politique, de régime, les différentes religions, les différents courants de pensée, la proximité entre la France et l'Iran. Tout ça est extrêmement bien écrit et décrit par Negar Djawadi qui a vécu tout ça
elle-même et à travers ses parents, ses sœurs, ses cousines, ses tantes, sa famille qui a réussi à venir en France, celle qui a décidé ou qui est restée par dépit en Iran. Enfin voilà, tout se mêle dans la tête de ce personnage dans cette salle d'attente parisienne et c'est fait avec brio et c'est très très bien écrit. Les Vilaines, publié chez Point aussi, je crois, qui est un texte, c'est du réalisme magique pour moi, et c'est une de mes découvertes. Je le mets là à cette position parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup beaucoup le réalisme magique grâce à ce texte, car on est avec des prostituées transgenres, pardon, avec des prostituées transgenres en Argentine ou au Chili, je sais plus, dans un pays d'Amérique du Sud, un groupe de prostituées donc qui vivent ensemble en communauté dans un appartement. Il y a la matrone, il y a ses filles, il y a les nouvelles qu'on retrouve dans le parc assez régulièrement, celles qui volent les clients. Et c'est teinté de réalisme magique, c'est très 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 subtil, c'est des petits trucs où au moment on se dit bah attends, est-ce que j'ai bien lu ce que je viens de lire? Il n'y a jamais aucune explication, ça passe comme ça, telle une plume, vous voyez, ça vole dans le roman, ces petites phrases teintées de magie qui nous font tiquer et après on se dit mais oui mais c'est tellement beau, elle a raison, c'est ça. C'était d'une douceur, c'est un très court texte que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande car je trouve qu'on ne le voit pas assez sur les réseaux. Là on en vient à un moment où c'était vraiment très dur de départager les lectures, je vous parle de Mungo de Douglas Stewart qui a été traduit cette année, que moi j'ai lu en version originale, donc Young Mungo, qui est l'histoire de deux jeunes garçons, un qui est protestant et l'autre qui est catholique, en Écosse. Oui, je crois que c'est en Écosse. Oh purée, j'ai un gros doute. En tout cas, c'est une histoire de découverte amoureuse qui est très très violente et très très sombre car on est dans une ville en pleine désindustrialisation, donc où il y a de moins en moins d'emplois, où les gens sont parqués dans des quartiers ouvriers, où il n'y a plus de travail, donc tout le monde est plus ou moins désœuvré. Les climats familiaux sont très très tendus, et on va suivre ces deux jeunes hommes qui tombent amoureux, qui ont tout pour être ennemis, car un peu dans cette guerre de religion entre les protestants et les catholiques, et qui vont découvrir leur corps, découvrir leur sexualité et leur amour. C'était aussi beau que sombre, je vous le recommande. En voulant découvrir les goûts de lecture de Augustin Trapenard, cette année je me suis lancé dans Vie animale de Justin Torres, publié dans la bibliothèque de l'Olivier Poche, qui est l'histoire d'une fratrie, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché parce que je suis moi-même issu d'une fratrie. Là on est avec 3 garçons, moi on est dans ma famille 2 garçons, une fille, mais on va suivre ces 3 frères de leur enfance jusqu'au début de l'âge adulte, l'adolescence. On va les voir grandir à travers différents instantanés, ce sont des chapitres où on se concentre sur des scènes particulières qui ont marqué un peu leur vie de famille, et comment ces 3 garçons qui formaient une meute à la base, une meute de loups, une meute animale, vont se retrouver 3 individus totalement séparés, distincts, et qu'on ne pourra plus qu'on pourra très bien différencier justement. Au début du roman, on emploie beaucoup le on qui englobe ces 3 frères. À la fin du roman, on est dans quelque chose qui est écrit à la première personne du singulier. On voit cette différenciation et cette dissociation qui s'opère tout au long des pages des chapitres. C'était excellent, très très court. Très très court, mais très bien fait. Pareil, il y a une économie de mots qui est excellente parce que ça nous permet d'avoir le nécessaire et uniquement le nécessaire et ce qui est le plus pur dans le texte et dans la vie de ces 3 frères. Et enfin, je n'ai pas besoin de regarder ma feuille car je sais exactement quelle est ma meilleure lecture de 2023. Je ne mets pas le chronomètre, ça sera N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel, publié aux éditions Gaïa. Ce livre, c'est l'histoire d'un jeune adolescent en Suède en pleine épidémie de sida. J'aime beaucoup, j'ai adoré voilà. Va pas trop falloir que j'en parle car je sens déjà les larmes là qui sont ici. Et à chaque fois que je me remémore ce texte et que j'ai envie d'en parler à quelqu'un, j'ai les larmes aux yeux qui me reviennent car j'ai toute l'émotion qui est contenue dans ces pages. Voilà. Ah, on est dans des thèmes qui me sont chers, c'est la famille logique qui prime sur la famille biologique, donc c'est-à-dire les amis qu'on se fait, les personnes qu'on choisit comme étant notre famille, qui deviennent plus importants que notre famille de sang, notre famille de chair. C'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire d'un groupe de personnes, d'une communauté. C'est l'histoire des homosexuels en Suède pendant l'épidémie de sida. Alors oui, on se concentre sur 2 jeunes adolescents qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, qui vont tomber malades, mais qui vont devoir faire face au corps médical, qui vont devoir faire face à leur famille, qui vont devoir faire face à toute la société dans sa globalité, qui va devoir faire face à les professionnels, les scientifiques qui vont faire des recherches, qui vont dire tout et son contraire. C'est une période qui est très trouble pour ces personnes, toutes ces personnes.
c'est pas uniquement la Suède, voilà. C'est les homosexuels pendant l'épidémie de sida. Je trouve que c'est très très bien raconté et décrit dans ce texte de presque 1000 pages, enfin très très gros. Non, peut-être un peu moins, enfin en tout cas voilà. Je ne peux que vous recommander de lire N'essuie jamais de larmes sans gants et de faire la rencontre de ces personnages, car moi je les porterai dans mon cœur toute ma vie et ça m'a un peu calmé sur les histoires de sida. Je crois que depuis j'en ai pas lu, je sais plus, mais celle-ci est tellement... Pour moi, elle est parfaite. Même si je reconnais qu'il manque peut-être des critères qualitatifs, littéraires, en tout cas la plume, la prose est somme toute assez banale. Quoique, il y a quand même des tentatives de l'auteur pour écrire un joli texte qui réussissent pas tous, pas toutes les tentatives, mais qui sont juste un détail pour moi, parce que ce qu'il avait à nous dire était beaucoup plus beau que la façon dont il voulait nous le dire et nous le raconter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous donner des envies de lecture, car si je vous parle de ces livres, c'est parce que j'ai aussi envie de les faire voyager et de vous les faire découvrir. Je sais que vous êtes plusieurs déjà à avoir lu par exemple N'essuie jamais de larmes sans gants et à avoir eu les mêmes larmes que moi et que Malo à la lecture de ce texte. Je sais que vous avez même prévu pour certaines de le lire l'année prochaine. J'en profite car je pense publier cette vidéo le 23 décembre pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, que ce soit en famille ou seul, au travail, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez besoin de réconfort, regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous remercie. Je vais faire une vidéo bilan, non je vous remercie pas parce que je vais faire une vidéo bilan qui sera publiée avant le 31 décembre. Donc j'aurai l'occasion et le loisir de vous remercier à gogo lors de cette vidéo. En attendant, si la vidéo, celle-ci là, tout de suite, maintenant, vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous avez envie de la faire, la voyager, vous pouvez la partager, si vous voulez discuter, vous pouvez la commenter, et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite encore plus que d'habitude d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.